Enfin, bienvenue au Kyrgyzstan. Je vais commencer avec un peu de contexte. Ce voyage au Kyrgyzstan, donc là je suis à Bishkek, la capitale, et fait suite au projet Balthazar que j'ai entrepris avec Mathias pendant les 7 ou 8 dernières vidéos, dans lesquelles on avait acheté ce fameux van, qu'on était parti de France jusqu'en Grèce, où on s'est fait malheureusement cambrioler par un gitan, et avec lequel on devait traverser la Turquie, le Caucase, et puis finir dans ces fameux pays d'Asie centrale, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan et compagnie. Bah y a plus de van, je l'ai vendu récemment. Bienvenue au ton nouveau chez toi Balthazar, et je suis là seul, sans Mathias. Malheureusement. C'est à moi donc revient la responsabilité que j'ai acceptée moi-même, personne m'a forcé, de finir l'itinéraire par mes propres moyens. On peut un peu appeler cette série Balthazar Reboot si vous voulez. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter le Kyrgyzstan qui malgré ses nombreuses qualités reste un pays très méconnu. Il est situé là, en plein cœur de l'Asie centrale, au sud du Kazakhstan, à l'est de l'Ouzbékistan, à l'ouest de la Chine et au nord du Tadjikistan. Le peuple kirghize, de par sa nature profondément nomade, est assez dur à suivre au cours de l'histoire, mais on estime qu'il a commencé à investir durablement la région du Kyrgyzstan actuel au cours du XVe siècle. En 1876, l'Empire russe annexe une bonne partie du territoire dans un immense concours de bites avec le Royaume-Uni. L'influence russe grandissant, le pays devient partie intégrante de l'Union soviétique en 1936 sous la forme de République socialiste soviétique kirghize. En 1991, l'URSS s'effondre et le peuple kirghize a fait le choix de l'indépendance. On assiste alors à la naissance du Kyrgyzstan actuel. À travers les influences russes et soviétiques, les Kirghizes se sont peu à peu sédentarisés, même si le mode de vie nomade est toujours pratiqué dans les nombreuses régions montagneuses du pays. Voilà, vous en savez assez pour ne pas être perdu, c'est maintenant l'heure de la visite. Je suis arrivé au Kyrgyzstan le 29 avril au matin dans une grisaille qui, en se mariant avec le gris de l'architecture soviétique encore très présente, a fait apparaître Bishkek comme étant la ville la plus triste et déprimante que j'avais jamais vue. La vie du bazar d'Osh a un peu redressé la barre, mais tout de même. Waouh! En parlant d'architecture, ça, c'est le bâtiment dans lequel j'ai élu domicile. C'est une Brejnevka, un bâtiment en béton préfabriqué construit sous le gouvernement de Léonid Brejnev. C'est une évolution de la Khrouchtchevka, c'est à peu près la même chose mais en plus petit. Et l'idée, c'est de construire beaucoup et pas cher pour loger un maximum de monde. Si l'aspect extérieur est assez abominable, faut le reconnaître, à l'intérieur c'est plutôt sympa même si l'isolation phonique et thermique laisse à désirer. Je voulais de l'immersion dans l'époque soviétique, je suis servi comme jamais. Allez, troisième jour sur Bishkek. Aujourd'hui, grande nouvelle, on arrive enfin à apercevoir le bleu du ciel et c'est pas plus mal parce que là, franchement, le temps gris avec les bâtiments gris, austères et communistes, franchement, sur le moral, ça commençait à peser. Genre, je pourrais pas survivre un hiver ici. Faut être courageux. Je suis vraiment venu ici en touriste pour de vrai. J'ai jamais été aussi désorganisé de ma vie. Je voulais sortir de ma zone de confort et je suis absolument inconfortable. Ça marche. Le retour de la clémence de la météo m'a appris à apprécier Bishkek. C'est une ville pleine de vie et quand le ciel s'éclaircit, on arrive à observer les montagnes environnantes. La chute de l'Union soviétique ayant été très rude pour le Kyrgyzstan, qui dispose de peu de ressources, et pour qui l'agriculture et l'industrie ne sont pas des évidences étant donné la topologie très montagneuse du pays, Bishkek est une ville qui a peu changé ces 30 dernières années. En tant qu'étranger de visite, je trouve ça fascinant, comme un voyage dans le temps, pendant que les habitants, eux, y ressentent la sensation frustrante que le temps ne passe pas et que le déficit infrastructurel du pays ne s'arrange pas non plus. Loin de toute radicalité, le Kyrgyzstan est un pays musulman et sa grande mosquée contraste agréablement avec le modernisme socialiste et le brutalisme de l'ensemble de la ville, et d'ailleurs au travers de ces incroyables décorations qui m'ont donné l'impression que l'URSS n'avait finalement pas disparu, me prévenait que j'étais arrivé à la bonne période pour assister à la fête des 146 ans de Bishkek et au jour de la victoire un peu plus tard. J'y suis allé avec Tania, une cliente russe de mon hostel qui était dans l'ensemble bien plus au courant que moi des événements à venir. Yo, il est
quelque chose comme 5h30 du matin. Tout s'est soudainement accéléré depuis les 146 ans de Bishkek. J'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont amené à contacter les autres bonnes personnes pour pouvoir enfin un peu sortir de Bishkek et aller voir ce pourquoi on qualifie souvent le Kyrgyzstan de Suisse de l'Asie centrale. Donc aujourd'hui, je pars avec des gens que je ne connais pas du tout, qui ont l'air d'être tous uniquement russophones. Ça va être assez marrant, dans un voyage de 3 jours vers le sud du pays. Donc notre destination principale, elle s'appelle, évidemment j'ai encore oublié, ça finit par Tchelek, je noterai sur l'écran comme d'habitude. J'ai la tête dans le cul. Hier soir je me suis couché, c'était quoi, 2h du matin, j'ai dû me lever à 4h30 et j'espère enfin pouvoir vous montrer des putains d'images de montagnes et de paysages incroyables qui font la célébrité somme toute confidentielle du Kyrgyzstan. Sarytchelek, c'est avant tout un parc naturel de l'ouest kirghize, pas très loin de la frontière ouzbek, connu pour ses paysages fous et ses 7 lacs. Depuis Bishkek, il y en a bien pour 11 heures de route et le trajet offre déjà son lot de panoramas dignes des plus belles régions montagneuses du monde. Ça déboîte, magnifique. Je suis pas venu pour rien. Le guide m'a expliqué ce qui se passe ici. Donc on est au réservoir d'eau de Toktogul qui est naturel et qui sert à produire de l'électricité pour le pays. Ils ont 2 centrales électriques et ça du coup c'est le réservoir de l'une d'entre elles. Et il m'a dit que le niveau de l'eau est effroyablement bas. Ils sont censés avoir 17 milliards de mètres cubes et ils en ont que 8. Et il m'a dit que le jour où ça descend à 5,5, il y aura plus d'électricité. Et ils savent pas trop où l'eau elle est passée, ils savent pas si c'est le gouvernement qui l'a vendue aux voisins. Putain, s'ils ont vraiment vendu la flotte aux voisins, c'est chaud. Et pour te faire une idée, dans l'idéal, quand il y a les 17 milliards de mètres cubes d'eau, le lac, il va jusque là où est garé le bus. Dur. On a fini par arriver dans la maison d'hôte qui allait nous héberger pour les 2 nuits à venir, où j'ai pu expérimenter une très lourde solitude. Cela dit, après le dîner, les langues se sont vite déliées et on m'a complètement intégré au groupe. Et petit message à ceux qui auraient encore des doutes, non, les Russes ne sont pas des démons. Доброе утро. Moi в туалете. Qu'est-ce que ça pue, bordel, c'est fou. C'est insupportable. Je vous souhaite pas d'avoir à vivre ça. Même si le reste vaut vraiment le coup. Après ce réveil empreint de poésie, on est parti randonner dans le parc de Sarytchelek avec un objectif simple, en prendre plein les yeux. On a pataugé dans la boue, traversé des clairières, débattu sur la bouffe géorgienne. Khachapuri Hinkali, that's like Khachapuri and some Hinkalis inside. This is too much. It's impossible to finish. Absolutely reasonable food, I think. Traverser un pont correct, puis traverser un pont absolument dégueulasse, puis exprimer notre excitation. It's great, I can say, because I'm excited. It's a great view, and my friend Yulia excited too. You see? Yeah, this is the face of excitement. Puis escalader une montagne complète qui nous a été vendue comme facile, tranquille, t'inquiète frérot. Résultat, on a été que 5 sur 17 à en atteindre le sommet. Je connais 12 personnes qui ont raté un truc. Puis est arrivée l'heure de la descente et du drainage total de mon énergie. Tu vois ce petit lac là, c'est très joli, hein. Il n'y a pas de débat. Mais je pensais que c'était le dernier qu'on allait faire de la journée. Et bah non, le dernier il est derrière encore, j'en peux plus. J'ai vraiment plus du tout d'énergie, c'est fou. Ça m'a vidé cette journée. Et elle est pas encore tout à fait finie, en plus j'ai plus de flotte. Le Bourbistan quoi. Abonnez-vous. Ce soir-là, on avait appris qu'une autre expédition menée le même jour que la nôtre avait perdu un cinquantenaire diabétique dans le parc. Comme quoi, même accompagné, il faut rester prudent.
et je rentrais juste à temps pour assister au concert d'Aksai Mukrambet auquel j'avais été invité par la formidable Aykul. Ça a mélangé musique traditionnelle, pop kirghize, et ça s'est soudainement transformé en récital militaire qui m'a mis en jambes pour le jour de la victoire. Le jour de la victoire est célébré dans la plupart des anciens pays soviétiques et commémore leur victoire contre l'Allemagne du Troisième Reich. On tente à l'oublier, mais c'est bien eux qui nous ont débarrassés des nazis. Alors, un grand merci à eux parce que ça s'est fait au prix de plusieurs millions de vies. Bon, ça fait assez de drame pour cet épisode. Aykul m'a invité à manger un shashlik à la montagne avec ses potes. Je vous avais dit qu'elle était formidable. On a bien marché, c'était vraiment très beau. Et puis c'est devenu très bon lors du repas. Mais ça fait déjà presque 3 semaines que je suis sur Bishkek, il est temps d'aller voir plus loin. On est parti en plein milieu du pays pour aller respirer un peu d'air frais. Et nous voilà bien arrivés à Naryn. Haha, le nom est rigolo, on a tous bien ri. Après 4 heures de route assez spectaculaire tant par le paysage que par la conduite du chauffeur qui, avec sa Audi A4 de 756 000 km, nous faisait régulièrement des excès de vitesse à plus de 60 à l'heure au-dessus de la limite. Et à chaque fois qu'il voyait un radar de vitesse, il mettait ses doigts en pistolet comme ça. Et puis il faisait pan 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 sur la police et sur les radars. Et c'était folklorique, disons. Naryn, c'est une petite ville du centre du pays, extrêmement calme, centre administratif de la région du même nom et qui attire principalement les voyageurs pour ses montagnes omniprésentes et diverses. On a d'un côté des reliefs très arides, à cheval entre les paysages de l'Ouest américain et ceux de l'Iran, et de l'autre on a des sommets verts et bucoliques qui font carrément suisse. J'ai profité un peu du calme de Naryn pour évoquer un sujet que j'avais envie d'évoquer depuis un petit moment, le Kyrgyzstan, le pays, défini en stan, comme le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et compagnie. Littéralement, ça veut dire le pays des Kirghizes. Et je suis pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de personnes qui, pour souligner la grande immigration extra-européenne qui existe en France, aiment appeler le pays Frankistan. Sauf que si on s'appelait Frankistan, ça voudrait dire expressément qu'on a un pays particulièrement homogène en termes ethniques, et que ce soit donc le pays des Français. Si vraiment vous voulez vous amuser à souligner l'immigration extra-européenne de la France, il va falloir trouver un autre nom, parce que celui-là, même si comme ça a l'air rigolo et fonctionnel, bah il marche pas. Ouais, juste une anecdote, hier soir j'étais au resto parce que j'avais besoin de manger des légumes. Ouais, c'est moi qui dis ça, parce qu'ici on mange tellement de viande et de pas de légumes que j'avais besoin de légumes. Et à un moment il y a une espèce de SDF totalement déchirax. Et il arrive, il prend ma corbeille de frites et il se la vide dans la bouche. Genre j'ai pas bougé, j'étais comme les cerfs au milieu de la route quand il y a une bagnole qui arrive. J'étais stupéfait. Je rentre à l'hôtel et puis la propriétaire de l'hôtel elle vient me voir, elle me dit oh regarde là il y a ce type là dans un autre hostel qui veut aller là. Est-ce que tu veux l'accompagner pour partager les frais? Ce à quoi j'ai répondu oui bien sûr, j'avais envie d'aller là-bas alors que j'avais jamais entendu parler de cet endroit mais j'ai regardé sur internet et il se trouve que c'est super joli. 4,500, ok. Let's go. S'il y a bien un truc assez caractéristique du Kyrgyzstan et de l'Asie centrale en général que j'ai pas encore mentionné, c'est la route de la soie. Historiquement, elle désigne les routes empruntées par les marchands entre Xi'an en Chine et Constantinople, aujourd'hui Istanbul, qui ont servi pendant des centaines et des centaines d'années jusqu'au XVe siècle. Nous voilà arrivés. Très vert, dans les grands espaces, propres, plein d'animaux partout. C'est assez ouf. C'est vraiment assez ouf. Ici, on est dans le caravansérail de Tashrabat. Caravansérail, c'est à l'époque là où les caravanes qui faisaient du commerce entre l'Asie et l'Europe s'arrêtaient, vu que là on est en plein sur les routes de la soie. Donc ça, c'était un endroit où les gens venaient dormir, se restaurer, s'abriter, parce que la route devait être longue, sans avion, sans véhicule motorisé. Si la beauté des paysages kirghizes vous semble maintenant comme une évidence, je peux vous promettre que ce qui fait vraiment l'extraordinaire de l'expérience ici, c'est l'aventure humaine.
Si les locaux sont bien sûr dignes de leur tradition hospitalière, ce qui m'a le plus marqué, c'est de rencontrer ces autres gens qui errent dans la région, qui courent après un but incertain, mais qui ont tous décidé que leur route passerait par ici, à ce moment-là, parce que personne ne se retrouve en Asie centrale par accident. J'ai pas fini de vous chanter les louanges de ce pays, on se dit à très vite pour la suite. La bise.